Sébastien Palibard. Oui, j'aurais voulu poser une question à Madame Anne-Marie Moulin parce que, à la fois, je la remercie de nous avoir fait comprendre les difficultés qu'il y a à imposer la vaccination. D'un autre côté, qu'est-ce que vous proposez, Madame ? Parce que j'ai cru comprendre que vous espériez que l'information, bien sûr, résoudrait le problème. Je suis bien d'accord que l'information est indispensable. Vous voyez bien que nous sommes 80 ici et qu'il y a des dizaines de millions de gens qui sont sur des réseaux sociaux où il n'y a pas la place pour le moindre raisonnement qui fasse plus de 2 lignes. Donc, à votre avis, que faut-il faire pour imposer la vaccination, ce qui semble nécessaire ? Écoutez, je crois que c'était un des objectifs justement de la ministre. Elle a défini dans sa campagne de presse, dans son communiqué de presse, 4 axes. Et un de ces axes, c'est l'information. Et elle a ouvert une conférence citoyen avec des jurys citoyens. Je ne dis pas que c'est la méthode magique, mais en tout cas, clairement, il y a un effort pour faire un débat officiellement. Il y aura un site qui sera ouvert où tout le monde pourra s'exprimer. Le jury citoyen se réunira et rendra des conclusions. Je pense que c'est là un effort pour effectivement diversifier les sources d'information et proposer un débat qui donne l'impression qu'on n'aura pas esquivé les questions réelles que pose la vaccination. Montez dès maintenant. Oui, non, ce sujet, c'est indépendant de quelques phrases de conclusion, je dirais après. C'est que c'est un véritable problème. Alors, à l'Académie de médecine, nous avons beaucoup évoqué ce problème récemment et proposé une solution qui est une solution qui existe déjà dans différents pays. Bon, pour être tout à fait honnête, elle est légèrement hypocrite, mais elle est pragmatique. La notion de vaccin obligatoire est contraire aux mœurs actuelles, comme Anne-Marie l'a dit. C'est vrai que le citoyen actuel n'accepte plus l'obligatoire. Bon. On peut le comprendre, je suis volontiers de cela, éventuellement. La recommandation, c'est quelque chose dont on sait l'efficacité moyenne, pour ne pas dire mauvaise, dans beaucoup de cas. Alors, ce vers quoi on pourrait se diriger, et c'est ce que souhaitent d'ailleurs d'une certaine façon les autorités, c'est vers la notion de vaccin exigible. Alors, c'est un peu hypocrite parce qu'il est évident que si on exige un vaccin pour qu'un enfant rentre à la crèche ou à l'école ou qu'une infirmière rentre dans un hôpital, ça revient un petit peu à rendre le vaccin obligatoire. Mais enfin, personne ne peut faire un autre métier qu'infirmière. Il y a des cas dont nous avons le témoignage précis, factuel, d'infirmières qui avaient refusé la vaccination contre la grippe, qui ont contaminé des malades immunodéprimés qui sont morts de la grippe. L'infirmière elle-même ayant guéri de la grippe, éventuellement. Donc, c'est un problème de responsabilité collective, comme l'a très bien dit Anne-Marie Moulin, et je pense personnellement que l'exigibilité de certaines vaccinations me semble une solution raisonnable. Elle est déjà à moitié dans la pratique. Mais on ne peut pas ne rien faire parce que laisser les gens complètement choisir dans le climat, j'allais dire à la fois paradoxalement de surinformation et de désinformation, parce que regardez Internet, nous faisons tous régulièrement pour des sujets divers, on y trouve tout et son contraire, et comment voulez-vous qu'un citoyen, même le plus honnête qu'il soit du point de vue intellectuel, puisse arriver à s'y retrouver dans des commentaires. Quant à la consultation nationale, moi j'ai quand même quelques réserves, tout en reconnaissant l'intérêt, l'originalité de la chose, c'est qu'il n'est pas difficile de penser qu'il y aura une majorité d'avis déposés seront en très grande majorité contraires contre les vaccinations. Je ne pense pas que la majorité des gens favorables à la vaccination vont aller prendre le temps de témoigner sur ce site. Ce sont les autres qui vont le faire. Donc c'est un problème très compliqué et la question que pose Sébastien Palibard est une vraie question de fond à laquelle on ne peut avoir que des réponses approximatives et pragmatiques, je le dis. Jean Salençon. Une question vraiment d'ignorant. Est-ce qu'on a une compréhension du rôle des adjuvants ? Parce que les adjuvants ont été mis en cause d'une certaine façon, mais je mets ça de côté.
tel que ça a été présenté, on avait un peu l'impression que, je ne dirais pas qu'on allait au hasard, mais bon, on faisait ceci ou on faisait cela. Est-ce qu'on a une compréhension maintenant des mécanismes qui expliquent le rôle des adjuvants? Bon, je vais pas prendre la parole à Monésia. Bon, les adjuvants, ça se pose de la façon suivante. Si il y a certaines protéines, quand on les administre à un animal ou à un homme, il ne se passe rien, il n'y a pas d'immunisation. Il n'y a pas de réaction négative, il ne se passe rien. Simplement, le système immunitaire ne reconnaît pas la protéine injectée. Alors, qu'est-ce que fait l'adjuvant? Pour être simple, il crée une inflammation locale. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait mal, éventuellement, qu'il y a un peu de fièvre. Et cette inflammation locale va rendre la protéine plus antigénique, plus facilement reconnue par le système immunitaire, car cette inflammation va augmenter l'expression d'un certain nombre de molécules qui sont nécessaires au déclenchement de la réponse immunitaire. Alors, cela étant dit, tous les vaccins n'ont pas besoin d'adjuvant. Il y a des vaccins contre la grippe qui fonctionnent sans adjuvant. Ça dépend des vaccins utilisés, et donc on ne peut pas généraliser. Mais il y a des vaccins. Alors, le vaccin anti-diphtérique, anti-tétanique représentent des beaux exemples pour lesquels ça ne marche pas sans adjuvant. Alors, à partir de ça, on peut épiloguer sur la nature des adjuvants, l'aluminium, les produits qui stimulent les récepteurs TOL, etc. C'est une autre discussion qu'on peut avoir. Mais il y a des situations où l'adjuvant est absolument nécessaire. Ce n'est pas seulement un adjuvant, c'est une nécessité. Cette corrélation entre l'inflammation et l'effet de l'adjuvant, c'est amusant parce que quand on revient aux premiers travaux de Ramon, il a découvert les adjuvants de façon suivante. Il faisait des immunisations avec sa toxine inactivée pour avoir le sérum anti-toxine. Il a constaté qu'il y avait des chevaux où ça marchait bien et des chevaux où ça ne marchait pas. Et ceux où ça marchait bien, c'est quand il y avait un abcès à l'endroit où avait été faite l'inoculation. Et ses premiers essais d'adjuvant, ça a été de prendre un petit peu de ce qu'il y avait dans les abcès et puis d'aller l'utiliser dans ces inoculations suivantes. Donc c'est vraiment la notion d'abcès, d'inflammation qui a été liée depuis le début à cette notion d'adjuvant. Oui, sur le plan pratique, ne peut-on pas envisager la rédaction d'un opuscule diffusé largement qui serait la vaccination pour les nuls, comme l'on fait pour beaucoup d'autres choses. Je disais, non, mais écoutez, je pense que mon sentiment, pour avoir beaucoup réfléchi à ces problèmes de communication avec le public depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, mon sentiment, c'est extraordinairement difficile et, pour tout dire, un peu décourageant. Nous ne sommes pas des communicants. Peut-être qu'on pourrait faire appel à M. Séguéla, je ne sais pas. Nous ne sommes pas bons dans la communication, malgré tous les efforts que nous faisons. Nous n'atteignons pas toutes les cibles que nous voulons. Quand nous disons que nous ne sommes pas bons, c'est que le langage que nous tenons est bon. Je pense que nous disons la vérité scientifique. Mais nous n'arrivons pas à toucher, il y a certaines couches de la population que nous n'arrivons pas à toucher. Et alors, il y a cette nuance qui est intéressante entre les anti-vaccinaux et les hésitants. Mais alors, les anti-vaccinaux ne sont pas très nombreux, c'est 2-3% peut-être de la population, peut-être même moins en France. Mais les hésitants, c'est 40%, 50%. Et si vous regardez, par exemple, la vaccination contre la rougeole, c'est un bon exemple. On sait, il y a des modèles mathématiques, je ne sais pas s'il y en a Jacques Valleroy est dans la salle, mais il pourrait nous le dire, il y a des modélisations qui sont vérifiées par la pratique. Il faut un certain taux de couverture vaccinale pour arrêter l'épidémie. Pour la rougeole, c'est autour de 92-95. Si vous tombez en dessous de ces chiffres, vous voyez réapparaître des rougeoles, et même des rougeoles mortelles. Bon. Ça, vous pouvez dire ça aux personnes. Moi, je vois bien ce qui s'est passé dans d'autres domaines de la médecine. La seule façon qu'il y aurait de faire, et je n'oserais pas le proposer, parce que, bon, puis c'est pas mon sujet personnel, je pense que ça serait de montrer des familles qui ont perdu un enfant de la rougeole à cause de cela, de poursuivre des parents qui ont refusé le vaccin contre la rougeole, ce qui a amené la perte de leur enfant. Parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Comme les témoins de Jéhovah qui refusaient que leurs enfants soient transfusés lorsqu'ils avaient une grande hémorragie.
Alors, ce n'est pas dans la nature de notre société actuelle, et c'est vrai, c'est là où je dis, Pascal, que nous ne sommes pas très bons, nous n'avons pas réussi à trouver le lien pour pouvoir convaincre ces résistants qui qui ont des préjugés, des a priori, qu'il est très difficile de combattre. Alors, je pense qu'effectivement, tout ce qui peut être fait pour une information intelligente et les livres pour les nuls, qui sont d'ailleurs pas du tout pour les nuls souvent, car ceux qui les ont consultés pour certaines choses, parfois, doivent relire 3 fois pour comprendre. Je l'ai fait moi-même dans certains domaines, mais on pourrait faire quelque chose comme ça. Je pense que ça serait intéressant. Il doit y avoir des livres, des ouvrages de ce type-là. On pourrait le développer, mais je pense qu'il faut que ce soit accompagné par une politique de communication. Elle est subtile, et je ne pense pas qu'il faut trouver le juste milieu entre une certaine autorité et une absence, mais aussi une absence de démagogie. Et c'est là où on rentre dans des difficultés. Il y a eu des erreurs, j'ose le dire, même si nous sommes dans une enceinte qui est quasi publique. Il y a eu des erreurs de communication des gouvernements précédents, que ce soit de droite ou de gauche, hein, ce n'est pas une question politique, et parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ces éléments qui échappent à beaucoup d'entre nous. Bon, Jean-François, on a dit qu'on allait terminer à 7 heures, et je vois que j'ai déjà 5 questions dans la salle, donc je vais prendre M. Kahn, s'il vous plaît. Petite question. La Sécurité sociale ne rembourse pas intégralement les vaccins. Ça contribue peut-être à l'image négative. Quelle est la justification ? Je pense que c'est un des points qui va être examiné par la loi de santé publique, précisément cet argument de la gratuité. La gratuité et la disponibilité. Si, en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, un médecin prescrit le BCG, les parents affolés se précipitent, font le tour des pharmacies, ils ne trouvent pas le BCG. Il me semble que ce qu'on a entendu au niveau de l'histoire, c'est extrêmement important pour que, au niveau de la communication, le public comprenne que les vaccins d'aujourd'hui, ce ne sont pas les vaccins d'il y a 40 ou 50 ans. Parce qu'il y a eu des accidents excessivement graves. Par exemple, moi, je connais une personne, suite au vaccin ROR, dans le lendemain, mais c'était il y a 35 ans, c'était un enfant, bien sûr, il est très, très, très gravement handicapé, et voilà, c'est irrécupérable. C'était, je pense, évident maintenant que ce genre d'accident doit être peut-être plus jamais exister ou excessivement rare, mais ça reste dans le public, dans la tête du public, parce que la personne est toujours là, 40 ans après. Et donc l'éducation à l'histoire des sciences et à l'histoire du vaccin me semble un élément important dans la communication. Je pose une question, parce que c'est peut-être pas vrai du tout, mon idée. Bonjour, je m'appelle Fadwa Gara, je suis interne en médecine générale. Je voudrais poser une question par rapport au médecin généraliste face à son patient qui lui pose des questions sur certains vaccins et surtout la notion d'antécédents familiaux, de terrain. Quand nous-mêmes on a des hésitations par rapport à, je ne dis pas qu'il y a des études qui ont été pas claires sur le sujet, mais que nous-mêmes on n'a pas suffisamment ce regard critique en termes de lecture critique d'articles pour pouvoir nous prononcer. Quelle conduite à tenir, quelle est la conduite qu'on doit tenir et est-ce que le fait d'avoir une certaine réserve est légitime? Voilà. Alors, c'est un sujet qui est à la fois simple et compliqué. Globalement, il n'y a pas d'argument pour penser qu'il y ait d'abord d'effets secondaires qui soient catalogués comme tels avec les vaccins actuels, sauf une exception que je vais vous citer qui pourra aller dans le sens de ce que vous venez de dire. Par exemple, il avait été dit, lorsqu'on a eu la suspicion de cas de sclérose en plaques après vaccination contre l'hépatite B, que l'on devrait éviter la vaccination de sujets HLA DR2 qui ont un gène HLA de prédisposition à la sclérose en plaques. Mais comme on sait maintenant, vraiment avec toute honnêteté du monde, qu'il n'y a pas de preuve qu'il y ait de cas de sclérose en plaques après les vaccins contre l'hépatite B, avec la réserve d'Anne-Marie Moulin. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, hein, nous savons tous ça. Mais enfin, ce cas-là, on peut l'éliminer. D'ailleurs, c'est un cas franco-français, c'est une discussion qui n'existe pas en dehors de la France. Alors, il y a quand même une exception qui irait dans votre sens,
Et ce qui ira dans le sens également de ceux qui veulent dire, et ils n'ont pas complètement tort, comme toujours, qu'il peut y avoir des effets secondaires. C'est une maladie très rare qui s'appelle la narcolepsie. C'est une maladie qui se traduit par des accès soudains de sommeil irrépressibles avec une perte de tonus musculaire. C'est une maladie qui n'est pas mortelle, mais qui est très handicapante et très, très invalidante. Or, il a été démontré qu'un vaccin anti-H1N1 utilisé notamment en Scandinavie pouvait entraîner dans des cas rares mais reconnus, et là l'effet secondaire a été reconnu, des cas d'une narcolepsie. Or, cette narcolepsie ne survient dans, on peut le dire, quasiment 100% des cas, et c'est rare, 100% en médecine, chez les sujets ayant un génotype HLA particulier. Donc éventuellement, si on avait à utiliser encore ce vaccin, ce qui n'est plus le cas, parce que d'abord c'était un vaccin contre la grippe, donc il tournait, il a disparu, puis la compagnie, la société qui faisait ce vaccin a changé le vaccin, donc il n'existe plus. Mais si ce vaccin avait dû continuer, effectivement, on aurait pu l'interdire ou ne pas le donner aux sujets ayant ce génotype HLA particulier. Je crois que je vais prendre la dernière question. Gérard Hort, puis peut-être Édouard Brézin. Les deux dernières. Courte question, s'il vous plaît. Bon, la première, c'est un commentaire, puis une expérience vécue, puisque je suis parti à 2 reprises d'une conférence de consensus sur le vaccin contre l'hépatite B, qui était mis en accusation à cause de ce lien possible avec la cirrhose en plaques, qui n'ont pas été confirmées, mais qui étaient motivées par le fait que M. Kouchner avait supprimé la vaccination obligatoire de l'enfant, et il fallait porter un jugement. Dans cette conférence de consensus, il y a une après-midi consacrée à la rencontre des membres du jury, des scientifiques, mais aussi du grand public, des associations. Et une chose qui m'avait frappé, c'est que dès qu'un membre du jury ou un spécialiste voulait prendre la parole, les associations disaient « vous êtes vendu ». Voilà. Alors ça, c'est un problème important. C'est pour que le public prenne conscience de l'indépendance quand même des gens qui leur parlent. Parce que c'est quand même le garant de l'impact de ce qu'ils ont à dire. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça m'avait frappé. Et c'était un peu facile parce que les tenants de la lutte contre la vaccination étaient de mauvaise foi évidente. Donc c'était une mauvaise foi de plus. La deuxième chose, c'est une remarque historique que je voudrais adresser à Mme Moulin, mais je pourrais aussi adresser à Maxime. Vous avez montré, votre dernier diapo, c'était l'éradication de la polio en France, et vous montrez qu'après 1956, la chute drastique de la poliomyélite en France. Et vous avez dit c'est dû au vaccin Salk. Non, madame, c'est dû au vaccin Lépine, qui n'a rien à voir avec le vaccin Salk, qui a été conçu par Pierre Lépine, qui est basé sur les souches qui ont été peu neurotropes, qui ont été isolées par l'épine, double activation par le formol et le bêta-protolactone. C'est un vaccin français qui a éradiqué la polio en France. Je vous prie, c'est une histoire que je connais bien. Mais tout on l'a oublié, n'est-ce pas? Et cette remarque, je suis obligé de faire de m'y répéter. Et j'ajouterais même qu'il y a eu un accident de vaccination aux États-Unis pour des lots de vaccins qui a été, peut-être parce que le virus vaccinal était agrégé et peu inactivé, il y a eu des cas de polio aux États-Unis. Et ils ont importé du vaccin Lépine transitoirement pour pallier au vaccin Salk. Donc ceci sont des choses dont on parlait en grand titre dans François à l'époque, mais que tout le monde a oublié. Alors je tenais quand même à rendre hommage à ce vaccin pasteurien d'un membre de l'Académie des sciences. Merci Gérard. Édouard Brézin, dernière question. Quels sont les mécanismes qui permettent de s'assurer que les progrès impressionnants que nous a rapportés M. Girard se traduisent effectivement par des thérapeutiques ou des préventions thérapeutiques à l'usage de ceux qui en ont besoin? Je pense là évidemment aux pays à faible potentiel économique ou même dans nos pays plus développés. Est-ce que nous sommes certains que les laboratoires pharmaceutiques ont toujours intérêt à remplacer par une vaccination plus performante la molécule existante qu'ils exploitent pendant quelques années? Quels sont les mécanismes qui nous aident et nous protègent? Pardonnez-moi, mais je suis totalement muet parce que je ne connais pas de mécanisme qui permettrait d'empêcher ça. Je pense que les industriels, ils ont toujours tendance, ils ont toujours intérêt à être les plus en avant possible, d'autant plus qu'il y a de la concurrence. Donc si ce n'est pas eux qui développent ce vaccin, ça va être le compétiteur. Je sais pas, j'ai pas de réponse claire à ça. Je propose que Jean-François Bach nous fasse la conclusion de ce 5 à 7 qui stimule beaucoup de questions. Comme il est un peu plus de 7 heures, je vais être extrêmement rapide.
pense que vous avez tous vu les progrès et les manques. J'ai une phrase que j'aime bien dire. Il y a des problèmes avec les vaccins. Ce ne sont pas les problèmes des effets secondaires. C'est l'absence de vaccins contre de nombreuses maladies. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'à ce que disait Édouard. J'espère que la perversité des entreprises pharmaceutiques ne va pas jusqu'à retarder un vaccin pour ne plus vendre des médicaments qui, d'ailleurs, ne sont pas toujours très efficaces dans ces maladies. Je pense que simplement, ce qui est sans doute vrai, c'est qu'au niveau planétaire, au niveau global, je pense qu'il n'y a pas assez d'investissement dans les vaccins contre ces maladies qui sont finalement négligées par rapport à l'effort qui est fait contre des maladies infectieuses répandues dans les pays développés. Alors, les seuls 2 mots de conclusion que je voulais faire sur l'extension du concept. Le sujet a déjà été abordé par Marc Girard, notamment pour les addictions. Je pense que le concept de vaccination, qui est de dévier le but habituel des réponses immunitaires, qui est celle de la défense contre les agents infectieux, et de dévier ces réponses immunitaires dans des contextes où la réponse immunitaire n'est pas favorable, peut représenter un objectif majeur et représente déjà un sujet de recherche tout à fait important. Je voudrais prendre 2 exemples très rapidement. Celui des cancers. Alors, il y a eu beaucoup d'espoir sur des vaccins contre le cancer. Alors, il y a déjà des vaccins contre le cancer. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qui certes était décevant au départ parce qu'on n'avait pas toutes les souches et qui maintenant couvre un nombre de plus en plus grand de souches et donc protège de mieux en mieux. Il y a le vaccin contre l'hépatite B, qui est un vaccin contre le cancer du foie, qui est un merveilleux outil et dont nous pouvons nous glorifier, nous, Français, avec les travaux de Pierre Thiollet. Pour les autres cancers, ça a été beaucoup plus difficile. On a essayé de faire des extraits de tumeurs et puis d'immuniser les sujets ayant déjà le cancer. C'était des vaccins thérapeutiques et non pas des vaccins préventifs. Finalement, on n'y est pas vraiment arrivé, même en prenant des extraits de tumeurs au lieu des cellules tumorales elles-mêmes. Alors, il s'est trouvé, et ça c'est quand même très intéressant, qu'il y a eu une énorme avancée dans le traitement de certains cancers récemment par une immunothérapie utilisant des anticorps monoclonaux qui stimulaient les réponses immunitaires de l'individu contre sa tumeur. Et ça a remarquablement marché dans les mélanomes métastatiques et c'est en train d'être étendu au cancer du poumon et à d'autres cancers. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour le traitement des cancers, mais ça veut dire qu'il y a des réponses immunitaires efficaces contre ces tumeurs. Et ça peut laisser entendre qu'on pourrait trouver des méthodes pour stimuler ces réponses immunitaires qui ne consisteraient pas à administrer de façon relativement non spécifique ces anticorps monoclonaux. Et puis un dernier exemple, et je m'arrêterai là, c'est celui qui me concerne particulièrement, des maladies auto-immunes. Si on prend l'exemple du diabète de type 1 ou de la sclérose en plaques dont on parlait tout à l'heure, on sait que chez l'animal, le problème, on n'est pas encore arrivé chez l'homme, mais enfin, dans l'ensemble, quand on arrive bien chez l'animal, on arrive souvent chez l'homme, pas toujours, mais souvent. Chez l'animal, dans des modèles spontanés de diabète insulinodépendant, quand on administre assez tôt dans l'histoire naturelle de la maladie un antigène cible de la maladie, un antigène des îlots de Langerhans, plus particulièrement des cellules bêta qui produisent l'insuline, on empêche la survenue de la maladie ultérieurement. La souris NOD dans le cas particulier, c'est son nom, ne devient jamais diabétique. Et des expériences analogues ont été faites dans l'encéphalite allergique expérimentale avec des protéines basiques de la myéline. Donc on pourrait imaginer l'extension du concept à des maladies auto-immunes. Et de façon plus générale, à des maladies qui sont fondées sur un mauvais fonctionnement du système immunitaire. Je pense aux maladies allergiques en particulier. Donc c'est une extension très importante avec le cancer. C'est encore au début, mais je pense que les progrès avancent et que l'exemple donné par les vaccins contre les maladies infectieuses doit nous inciter à l'espoir. Je terminerai là-dessus. Merci.